Le député Côte-du-Sud Norbert Morin est fier partenaire de l'émission Carrefour Kamouraska. Bureau à Saint-Pascal, 418-492-7730. La MRC de Kamouraska est un carrefour multiservice au service des citoyens. Elle protège et met en valeur nos ressources tout en appuyant financièrement la créativité et l'audace d'ici. 235 rue Rochette, Saint-Pascal, 418-492-1660. Cette émission est une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. Carrefour Kamouraska a été créé pour vous informer sur les projets des 17 municipalités du Kamouraska, tout ça dans l'optique d'un développement régional accompagné d'invités issus de nos différents milieux. Bienvenue à Carrefour Kamouraska. Dans la majorité des plans de développement locaux, on retrouve l'objectif de maintenir la qualité de vie ou d'améliorer la qualité de vie chez les aînés et également les maintenir plus longtemps dans leur milieu. J'en parle aujourd'hui notamment avec Mme Marie-Pierre Brault, agente de développement de Saint-Alexandre de Kamouraska. Bonjour. Allô? Pour justement favoriser, la qualité de vie chez les aînés, notamment, on peut implanter des politiques, Madame, municipalité amie des aînés. Saint-Alexandre est amie des aînés? Oui, on est une municipalité amie des aînés reconnue officiellement depuis 2012, qu'on a notre sceau, mais notre politique d'actuelle a été lancée, à vrai dire, en novembre 2011. Et qu'est-ce qui fait qu'on dit, ah, tiens, nous, on veut devenir amis des aînés, là? Bien, à vrai dire, c'est une poursuite un petit peu de la politique familiale qui, auparavant, n'incluait pas textuellement les aînés. Puis, à Saint-Alexandre, précisément, on a une tranche d'âge, qu'on a une population vieillissante, mais qui sont quand même très, très, très actifs dans notre municipalité. Donc, il y avait un plus à avoir pour notre municipalité d'avoir le sceau, je peux dire, municipalité amie des aînés. Puis, également, on a Mme Ouellette Castonguay, qui est notre mairesse, qui a aussi la responsabilité, bien, le titre, à vrai dire, qui est responsable des questions familiales et en matière des aînés maintenant avec la politique des aînés qu'on a à Saint-Alexandre. Donc, quelles ont été les étapes par lesquelles on a dû passer pour devenir officiellement amis des aînés? Bien, à vrai dire, la première étape, c'est bien sûr avoir un regroupement d'aînés qui va nous faire part de leurs besoins, de leurs inquiétudes, des axes à développer au niveau de nos aînés, comme la sécurité, le transport, la santé, etc. Par la suite, il y a un consensus de tout ça qui est fait et il y a une constatation des problématiques ou des bons coups qui sont dans nos municipalités, soit à maintenir, à reconduire ou encore à améliorer. Puis, de là en découle un plan d'action, habituellement sur 3 ans, qu'on met des actions, on trouve des moyens pour pouvoir développer le réflexe aîné, je peux dire, comme on a développé le réflexe famille à Saint-Alexandre, pour favoriser la rétention de nos aînés chez nous. Donc, il y a des actions qui ont été faites depuis 2012. Oui, exactement. Mais même depuis 2011, je peux dire, bien, c'est sûr que pendant les fêtes, c'est un peu plus difficile, mais tu sais, c'est soit on a une table d'harmonisation qui a été créée à Saint-Alexandre, qui c'est un regroupement d'aînés, puis qui est là pour favoriser le loisir chez les aînés. On a des bancs de parc qui se sont achetés au niveau de la 289 pour pouvoir asseoir nos aînés lorsqu'ils prenaient leur marche, lorsqu'ils étaient plus fatigués. L'accessibilité aussi de nos infrastructures municipales, c'est très important pour les aînés qui sont un petit peu plus en difficulté. On a un comité de bénévoles aussi qui est là pour faire de la popote roulante, pour venir en aide lors de remplissage de papier qui est un petit peu plus difficile. On a eu des conférences destinées à nos aînés pour des sujets tabous, maltraitance et compagnie. Donc, tout ça fait partie de notre plan d'action 2011-2013, mais qu'on a renouvelé, qu'on a mis à jour là, à la fin de l'année 2013, début 2014, pour pouvoir le reconduire. Justement, le comité consultatif d'aînés, est-ce qu'il se regroupe à chaque année ou c'est lorsqu'on est en renouvellement là, qu'on fait plus appel à eux? Bien, à vrai dire, ce comité-là, en tant que tel, présentement, n'existe plus. Parce qu'il a été jumelé, à vrai dire, avec le comité famille. Donc, on a vraiment englobé les deux cette année, bien, cette année, dans les dernières années à Saint-Alexandre. Ça fait un lien quand même, donc, exactement, ça fait un lien, puis on travaille tout le monde ensemble, donc ça continue à se développer. Fait, bref, le plan d'action est toujours en mode, est toujours en mouvement. Mais c'est sûr que lorsqu'on va rentrer dans une consultation, il va falloir aller rechercher nos aînés parce que les besoins évoluent beaucoup. Donc, il va falloir aller chercher de nouveaux aînés puis les consulter, voir au niveau des axes si le tout bien a été réalisé et vers quels nouveaux axes qu'on développe.
développe. Est-ce que l'aspect intergénérationnel était un peu une action ou quelque chose qui était priorisé dans la politique, le plan d'action plutôt que vous avez fait? Oui, donc dans le plan d'action, également avec la table d'harmonisation, on a des liens qui ont été faits avec l'école, qu'on a une très, très belle collaboration, qu'on a des élèves qui vont visiter des aînés aussi dans nos résidences, parce qu'on a 7 résidences pour aînés à Saint-Alexandre. On a des liens spécifiques aussi avec ces résidentes-là, dans lesquelles on va envoyer des animateurs ou on va payer des animations. Donc, ça fait partie un petit peu des actions pour contrer l'isolement également au niveau des aînés, parce qu'on a de plus en plus d'aînés autonomes, seuls à la maison, qui n'ont pas nécessairement l'habitude de sortir ou qui n'ont pas un grand cercle. Donc, ça faisait partie également des priorités à développer chez nous. Vous dites seul à la maison. Est-ce qu'il y a un côté, justement, dans la politique ou un axe en particulier qui travaille sur l'aide des aînés à domicile, comme la proche aidance, par exemple? Oui, bien, on a tous ces organismes-là qui desservent notre territoire de Saint-Alexandre. Donc, en plus de nos organismes à but non lucratif et comités même dans notre municipalité, on a les organismes de la MRC de Rivière-du-Loup et de la MRC de Kamouraska, comme les proches aidants. On a la CAVAC aussi qui aide. On a le Centre d'action bénévole Cormoran aussi qui est beaucoup là en support. Donc, on a vraiment beaucoup de comités à Saint-Alexandre qui sont là destinés pour nos aînés. On a toujours notre club des 50 ans et plus qui est très, très, très actif. Donc, c'est sûr que tout ça est mis de l'avant, puis tout le monde travaille ensemble. Donc, les aînés, peu à peu, on leur transmet l'habitude de sortir, de socialiser. T'sais, on leur offre des opportunités de sortir de chez eux, à vrai dire. De ce que j'en comprends, c'est beaucoup un travail de concertation. De milieux, d'organismes, puis de gens sur le terrain, là. Oui, exactement. Bien, c'est ça qu'il faut. Parce que dans le fond, une personne aînée, si elle se sent pas bien dans sa municipalité, si elle se sent pas en sécurité, elle va rester chez elle. Donc, c'est pour ça que c'est important de créer des liens puis d'établir des contacts avec ces personnes-là. Et là-dessus, Mme Marie-Pierre Brault, merci beaucoup. Ça fait plaisir. La Semaine nationale des proches aidants arrive à grands pas. Et la proche aidance, c'est certainement une façon d'assurer, d'une certaine façon, la sécurité chez nos aînés et également de briser l'isolement. Pour nous en parler, je reçois une agente de développement pour le Comité des proches aidants Kamouraska, Mme Sylvie Potvin. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, Mme Potvin, d'où est venue l'idée de démarrer un comité de proches aidants au Kamouraska? Alors, ça a été un forum qui a été fait au niveau du Bas-Saint-Laurent. Où est-ce que les proches aidants, ils ont invité des proches aidants, des organismes communautaires, des personnes qui travaillaient dans les CLSC aussi, pour justement faire une espèce de portrait de à quoi pouvaient ressembler les proches aidants au niveau du Bas-Saint-Laurent. Parce que au niveau provincial, il y avait une organisation qui était en train de se faire, qui s'appelait l'Appui, qui était un partenariat privé-public avec la Fondation Chagnon et le gouvernement du Québec. Et vous parlez, pour définir un peu le portrait des proches aidants au Bas-Saint-Laurent, en fait, parce que le portrait peut être différent d'une région à l'autre? Oui, parce que ce n'est pas nécessairement les mêmes besoins, étant donné que nous autres, on est en milieu rural. Souvent, il y a beaucoup d'éloignement. Les services ne sont pas toujours à proximité. Donc, ça fait des changements par rapport à, par exemple, une ville comme Québec, où est-ce que les gens sont tous regroupés dans un même environnement. Et puis, à partir de ça, bien, l'Appui Bas-Saint-Laurent a dit au MRC, si vous voulez présenter des projets pour justement aider les proches aidants, bien, il faut qu'il y ait des comités qui soient mis sur pied. Et au niveau du Kamouraska, il y a un comité qui s'est créé avec différents organismes communautaires et le CLSC dans ce temps-là, le CSS Kamouraska. Et puis, ils ont justement fait un comité, ils ont présenté un projet et j'ai été engagée suite à l'acceptation de ce projet-là, justement pour aller rejoindre les proches aidants au niveau du Kamouraska. Et depuis combien d'années déjà? Ça s'est fait en 2011, ceci, et je travaille. C'est quand même depuis... assez récent. Oui, c'est quand même très, très récent, parce qu'avant ça, on n'entendait pas parler beaucoup de proches aidants. Maintenant, c'est devenu un mot plus à la mode, d'une certaine façon. Justement, est-ce qu'on ne parlait pas avant d'un peu d'aidant naturel? Oui, mais c'est la même signification, sauf qu'ils ont changé proche aidant parce qu'ils trouvaient que c'était encore plus qualificatif pour la personne qui, justement, vient en aide. Oui, parce que quand on pense à des aidants naturels, on pense aux parents, aux enfants, mais un proche aidant, ce n'est pas nécessairement un membre de notre famille. Non, ça peut être un voisin, ça peut être un ami,
Ça peut être quelqu'un qui prend quelqu'un sous son aile pour justement lui apporter des soins et du réconfort aussi, là. Ça peut être à temps partiel, comme ça peut être à temps plein. Par exemple, si un conjoint prend soin de sa conjointe, bien, c'est du 24 heures sur 24. Là. On disait justement que ça datait de 5 ans. Est-ce que c'est peut-être aussi parce qu'avant, on misait beaucoup sur le bénéficiaire des services plutôt que sur la personne qui aidait? Oui, parce qu'ils sont aperçus que si on aidait davantage la personne proche aidante, bien, ça permettait à la personne aidée de pouvoir demeurer le plus longtemps possible à la maison. Et ça apporte un grand réconfort aussi pour la personne proche aidante, là, de savoir qu'elle peut avoir des services elle aussi. Donc, il peut avoir des plans d'instaurer pour le proche aidant lui-même. Oui, de plus en plus, mais il y a encore des pas à faire à ce niveau-là. Parce que c'est justement, avec la semaine des proches aidants cette année, c'est justement, ils disent qu'il faut investir pour justement permettre aux proches aidants de demeurer le plus longtemps possible et être dans une meilleure qualité de vie aussi à la maison. Et puis, c'est ça, investir peut-être au niveau justement que les soins ne soient pas nécessairement juste apportés à la personne aidée, mais à la personne proche aidante aussi. Et en tant que proche aidant, est-ce qu'on devient proche aidant ou on peut l'être par défaut, par exemple, quand on signe un mandat d'inaptitude ou un de nos proches devient un de nos aidants naturels? Est-ce qu'on est obligé en tant que tel, à un moment donné, d'être proche aidant si quelqu'un nous choisit ou non? C'est un processus volontaire? Bien, être proche aidant, je pense que ça se choisit pas. C'est que tu le deviens malgré toi. Ça se fait des fois très, très graduellement avec la maladie. Des fois, ça arrive subitement, un accident, une maladie, un diagnostic de quelque chose de grave où la personne va bien. Tout d'un coup, il y a une détérioration de sa condition de vie. Et là, tu n'as pas le choix là, de prendre soin d'elle si tu veux qu'elle puisse demeurer le plus longtemps possible à la maison. Et au Kamouraska, c'est sûr que dans le cadre de l'émission, on parle beaucoup des aînés, mais est-ce qu'un proche aidant peut intervenir auprès de plus jeunes? Oui, justement, mais avec l'appui Bas-Saint-Laurent, c'est vraiment consacré aux aînés. D'accord. Aux aînés et aux personnes qui ont des problèmes qui ressemblent à ceux des aînés. Il peut y avoir des personnes plus jeunes qui ont, entre guillemets, un profil gériatrique et ils sont protégés par ça. Pour les autres, il n'y a pas de programme à date là, que je connais qui leur viennent en aide. OK. Et j'allais demander au Kamouraska, est-ce que justement, c'est davantage avec les aînés qu'on travaille, avec les proches aidants? Oui. 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 Et de votre côté, dans les animations de groupe, parce que ça fait une partie de votre travail, oui. Ces animations de groupe-là, de quoi il s'agit? Bien, c'est des regroupements. Bien, ça permet aux proches aidants de se regrouper dans des groupes pour justement pouvoir partager. Des fois, ils ont les mêmes problématiques. Des fois aussi, ça fait du bien aussi de savoir que d'autres personnes vivent la même chose que toi. Il se crée aussi des liens d'amitié. Et puis, en même temps, bien, on en profite pour qu'il y ait comme de l'information qui leur est donnée, des trucs, des choses. Il y a souvent des invités qui viennent leur partager des choses. Et puis, souvent, ils repartent avec peut-être un petit peu d'allègement sur leurs épaules, puis ils disent, bon, bien, ça nous permet peut-être de pouvoir continuer pendant un petit bout, de faire notre mission, comme on dit. Et est-ce que ces regroupements-là sont répartis partout sur le territoire du Kamouraska? Oui, il y a un groupe à la Pocatière, un groupe à Saint-Pascal et un groupe à Saint-André. Et vous vous rencontrez à quelle fréquence? Une fois par mois. Selon la demande des proches aidants, parce que, comme ils disent, notre quotidien est tellement occupé, il y a des rendez-vous, il y a toutes sortes de choses. Donc, une fois par mois, c'est suffisant dans notre calendrier là, présentement. Il y a toujours aussi le soutien individuel là, qui est apporté. Je veux dire, si quelqu'un a besoin de parler davantage, bien, je suis à l'écoute des personnes. Et en ce qui a trait à votre travail, maintenant, on parlait de l'animation de groupe. Quelle autre chose aussi vous pouvez offrir aussi aux proches aidants? On parlait de consultation individuelle aussi. Bien, de consultation, c'est un grand mot, là. Plutôt de l'aide d'écoute, OK. Plutôt de l'écoute active. Il y a aussi l'organisation de différentes informations qu'on peut faire, puis qu'on ouvre davantage des fois au grand public pour justement que les gens soient davantage informés. Parce que ce n'est pas nécessairement tous les proches aidants qui sont intéressés à venir dans les groupes. Mais s'il y a une information générale qui est donnée, bien, ils vont pouvoir assister et prendre qu'est-ce qu'ils ont besoin aussi. Parce que ce qu'on veut, c'est rejoindre davantage les gens.
Puis souvent, on les rejoint de cette façon-là. Il y a toutes sortes de moyens. Est-ce que le profil économique des proches aidants est un profil qui ressort lors de vos rencontres? Est-ce que les gens ont de la difficulté, par exemple, à joindre les deux bouts quand ils sont proches aidants? Est-ce que c'est une problématique qui revient souvent? Oui, bien, c'est certain que le côté financier revient régulièrement. C'est pas nécessairement facile parce que au niveau des ressources qu'ils peuvent avoir quand ils font leur rapport d'impôt, par exemple, là, il n'y a pas nécessairement de choses qui sont offertes tant que ça pour les proches aidants, là. Et puis, c'est justement une des revendications qui va se faire justement la semaine prochaine avec la semaine des proches aidants, c'est qu'ils devraient avoir davantage de sous qui leur est accordé justement pour pouvoir faire des choses, puis avoir davantage de répit aussi, avoir quelqu'un qui vient à la maison, prendre soin de leur personne aidée pendant qu'eux peuvent faire une autre activité. Parce que, oui, effectivement. Parce que souvent, ils sont confinés à la maison, là, plus souvent. Puis le fait de prendre un répit, bien, ça allège la charge. Puis quand ils reviennent, bien, ils sont davantage plus en forme pour prendre soin de leur personne. Vous parliez d'écoute tout à l'heure, donc le comité proche aidant, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour les proches aidants, justement, qui semblent avoir besoin de répit? Est-ce que vous les dirigez vers les bonnes ressources? Oui, c'est justement ça. C'est qu'il y a du répit qui peut être offert. C'est sûr que c'est pas en énorme quantité, mais les services CAMED offrent un service de répit qui peut être intéressant pour les personnes, là. Puis maintenant, il y a aussi des ressources intermédiaires, des ressources privées qui offrent la possibilité d'aller reconduire leur personne pour la journée ou pour une fin de semaine. Ça, c'est toujours en collaboration avec le CLSC que ça se fait, là. Mais c'est intéressant aussi, là. Et en terminant, pour la Semaine nationale des proches aidants qui s'en vient à grands pas, est-ce qu'au Kamouraska, on a quelque chose de prévu ou c'est beaucoup plus régional, provincial? Bien, c'est au niveau provincial que ça se déroule. Dans chaque MRC, d'habitude, il y a toujours une activité spéciale qui est offerte. Nous, on offre justement une activité grand public. Ça va être offert la semaine prochaine à la Pocatière. Le thème, c'est on veut que les gens soient au courant de plus avec les nouvelles lois qui sont sur les mandats de fin de vie pour en savoir davantage, des mandats pour se protéger. Alors, ça va se dérouler la semaine prochaine à la Pocatière. Bien là-dessus, Mme Sylvie Potvin, merci beaucoup. Merci. Nous parlions de proche aidance tout à l'heure et pour nous en parler vraiment sur le terrain, si je peux me permettre l'expression, je reçois Mme Rosanne Saint-Onge qui est elle-même proche aidante. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien, Mme Saint-Onge? Oui, ça va bien. Tout d'abord, j'aimerais que vous me dites comment on devient proche aidante? On ne le devient pas nécessairement, on ne choisit pas. C'est la vie qui nous amène ça. C'est la maladie de mon mari qui fait de l'Alzheimer. Puis graduellement, la personne perd ses repères, ne sait plus comment faire les choses, puis ça nous amène à faire de la proche aidance. Puis avec le temps qui avance, Ça prend vos journées, dans le fond. Oui, ça finit que c'est du 24 heures sur 24 parce qu'on ne peut plus les laisser seuls. Au début, on peut les laisser seuls un peu, mais à un moment donné, on ne peut plus parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qu'ils vont penser puis qu'est-ce qu'ils vont faire. On parle de proche aidance, mais si vous aviez une définition à nous donner de la proche aidance, ce serait quoi? Finalement, c'est prendre soin de l'autre, répondre à ses attentes sans avoir de questions, finalement. Il ne nous demande pas ce qu'il a besoin parce qu'il ne sait pas, lui, ce qu'il a besoin. Mais nous, il faut deviner ce qu'il a besoin, puis il faut aller pour essayer de changer le moins possible son fonctionnement de tous les jours. Ses habitudes. C'est ça. Vous dites faut qu'on devine un peu ce dont il a besoin. Est-ce que vous pensez qu'on doit absolument avoir un lien affectif avec la personne que l'on aide pour comprendre ou pour être proche aidant? La plupart du temps, oui, un lien affectif qui se crée. Peut-être qu'ils en font de la proche aidance avec des personnes étrangères, un voisin ou quelque chose, là. Mais moi, c'est plus avec ma famille, c'est avec mon mari. Et au niveau de la famille, justement, comment on prend ça au niveau des membres de la famille, de voir que quelqu'un de notre famille a besoin d'aide d'un proche? Est-ce qu'on le choisit, ce proche-là, ou le proche lui-même se choisit? Comment ça peut arriver dans une famille? J'imagine que c'est différent d'une famille à l'autre. Quand on est mari et femme, c'est évident que le choix n'est pas là. Ça se fait automatiquement.
Puis les enfants, ben ils voient un petit peu que leur père, ben il dégrade. Au début, ils se disent « Non, papa n'est pas comme avant », mais plus que ça avance dans le processus, bien, plus qu'ils se rendent compte, eux autres aussi, que c'est pas facile. Est-ce qu'on en vient à un moment donné à se questionner, est-ce que je dois lâcher mon emploi, par exemple? Moi, ça n'a pas été mon cas parce qu'on était retraités tous les deux. Okay. Mais dans certains autres cas, oui, c'est possible que c'est obligatoire. S'ils ne trouvent pas personne pour prendre la place, on ne peut pas travailler et faire la proche aidance d'un conjoint. C'est impossible. C'est impossible. C'est rendu au stade limite, c'est impossible. Peut-être pour une petite période de temps dans les débuts, mais à la fin, c'est impossible. Il faut être avec eux autres 24 heures sur 24. Donc, à partir de quel moment on fait le choix de rester avec la personne? Parce que vous dites que là, ça devient 24 heures sur 24, mais là, on parle d'une personne qui n'a pas nécessairement besoin d'assistance médicale. Non. C'est pas de l'assistance médicale. À partir de quel moment, moi, je me suis posé la question, quand est-ce que je vais pouvoir, que je vais être obligée de rester tout le temps? Puis quand je suis arrivée chez nous, une fois, j'étais partie 1 heure, puis il avait joué dans la boîte électrique. Là, j'ai dit non, là, je peux plus le laisser faire. Faut que je sois là, parce qu'il aurait pu faire autre chose de dangereux aussi. Fait qu'à partir de ce moment-là, c'était réglé dans ma tête que je ne pouvais plus le laisser toute seule. C'est une suite de choix, dans le fond, parce qu'à partir du moment où on décide d'être à temps plein, il y a aussi le moment qui vient où on doit faire un choix. Est-ce qu'on garde la personne à la maison ou on l'envoie dans un centre spécialisé? Bon, c'est ça. On le garde à la maison. Tant qu'on peut le faire, on le garde à la maison. C'est à partir du lever, là. On lui donne sa douche, on l'habille, on le met prêt, si on peut dire. Il faut y servir son déjeuner parce que se faire une toast, il n'est plus capable, là. C'est tout le soir, là, on va le border pour le coucher, là. Parce qu'il n'est plus capable d'aller se coucher tout seul. Puis moi, en tout cas, quand j'ai été obligée de prendre la décision de le placer, bien, c'était que c'est moi qui ai tombé malade. Puis là, c'était vraiment, vraiment difficile. C'était ma prochaine question. À partir de quel moment à partir de quel moment? Est-ce qu'on se rend à un moment donné compte que finalement, il n'y a personne qui s'occupe de nous? On aide beaucoup notre conjoint, notre enfant, peu importe, mais qui s'occupe du proche aidant en tant que tel? Le CLSC est là pour faire une grosse part. Moi, j'ai eu beaucoup d'aide du CLSC, mais quand on en est rendu là, on n'a pas connaissance, nous autres. On le sait pas. On est rendu dans le bas, mais on le réalise pas. On est trop dedans. Le CLSC nous ouvre les yeux. Puis ils nous aident là-dedans. Les rencontres de proches aidants nous aident beaucoup aussi. Puis les enfants aussi, parce que moi, les enfants, lors de visites à la maison, bien, ma fille a donné la douche à son père. Elle l'a habillé, elle a tout fait. Mon fils l'a fait aussi avec son père. Fait que là, ils ont compris c'était quoi, là? C'est pas laver un enfant. Ça amène une autre dimension dans la relation. Ça amène une autre dimension dans la relation. Parce que quand les enfants s'impliquent moins parce qu'ils sont loin ou qu'ils voient moins, ils ont peut-être plus tendance à dire « Ah, t'es encore capable ». Puis j'en ai entendu au proche aidant dire « Ah, t'es encore capable, je veux pas que papa soit placé ». Mais justement, pas nécessairement vous, mais d'autres personnes que vous connaissez, est-ce que la distance des proches est un facteur qui fait en sorte que des fois, on n'a pas la même réalité en tant que proche aidant? Oui, c'est sûr que quand moi, mes enfants sont loin, j'en ai un à Gatineau puis j'en ai un à Québec, c'est sûr qu'ils ne le voient pas régulièrement, mais à chaque fois qu'ils venaient, ils voyaient des pertes. Mais peu importe la distance, quand on veut voir, on peut voir. Si la personne est proche puis qu'elle ne veut pas voir, si elle se met un voile devant le visage puis qu'elle ne veut pas voir, elle ne voit pas non plus. Donc, quand vient le temps de placer, entre guillemets, la personne, c'est important que le proche aidant, j'imagine, ait l'appui, en tout cas, dépendamment du proche aidant, j'imagine, mais... Moralement, c'est tellement important. Parce que si les enfants ne veulent pas, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas t'empêcher de le faire, mais moralement, ça doit être vraiment difficile. Moi, mes enfants, ils ont accepté facilement. Puis tu parlais de soutien aussi tantôt, là, il y a du soutien téléphonique aussi, là. Moi, j'ai une sœur, elle est à Québec, et à tous les jours, on se parle, 1 fois, 2 fois, 3 fois par jour. Ça me permettait d'évacuer, ça me permettait de dire à mesure, de ne pas tout garder en dedans. Puis encore là, je suis toute seule, puis à tous les matins, là, faut que j'envoie un courriel, là.
pour qu'elle sache que moi, je suis correcte, qu'il n'est rien arrivé, puis le soir au coucher. Puis c'est correct. Parce qu'on sent que s'il nous arrive quelque chose, on ne sera pas laissé là 2-3 jours. Là. Exactement. Vous dites, là, maintenant, votre mari est dans... Il est dans une résidence. Dans une résidence, mais du jour au lendemain, ça ne doit pas être nécessairement un constat facile ou une réalité facile à vivre, dans le sens qu'on s'en occupait 24 heures sur 24 auparavant. Maintenant, boum! Comment on vit ça, là, en tant que proche aidant, là? Quand on revient chez nous, là, moi, en tout cas, là, je suis allée le reconduire là. J'ai été 1 mois, là, épuisée, crevée. J'allais le voir, j'allais faire un petit tour, puis je peux vous dire, c'était une corvée d'aller le visiter. Maintenant, c'est plus une corvée. J'ai repris le dessus. On y va, j'y vais, je m'amuse avec lui, on a du plaisir. On vient justement d'avoir une fête d'Halloween, là. On s'est amusé, on a dansé avec eux autres. On arrive là, on n'est plus épuisé par le quotidien. On arrive là avec notre bonne humeur. Mais c'est quand même tout le processus qui vous a apporté certains avantages, certains biens, certains moments heureux quand même. Là. Être proche aidant, c'est pas nécessairement... Non, c'est pas juste du malheureux. Pas un long fleuve tranquille, mais en même temps... Non, il n'y a pas juste des mauvais côtés, il y a des bons côtés. Puis c'est ça, il faut les prendre une journée à la fois. Vraiment, une journée à la fois. Puis il faut en parler. Ce serait le conseil que vous donneriez aux prochains? Oui, c'est le conseil, d'en parler. Puis de pas le cacher. Il y en a qui cachent ça. Qui veulent pas que ça se sache. Je veux pas juger personne, là, mais il y en a qui ont plus de difficultés que d'autres. Mais d'en parler, c'est important. Il faut le dire. Moi, je me suis jamais privée de sortir mon mari à l'extérieur parce qu'il était malade. Puis même encore, de temps en temps, je l'amène au restaurant. Puis peu importe ce que les autres pensent ou disent, il n'y a pas de problème. Là-dessus, Mme Rosanne Saint-Onge, merci et bravo encore. Bien, je vous remercie beaucoup. Cette émission était une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. La MRC de Kamouraska est un carrefour multiservice au service des citoyens. Elle protège et met en valeur nos ressources tout en appuyant financièrement la créativité, l'audace d'ici. 235 rue Rochette, Saint-Pascal, 418-492-1660. Le député Côte-du-Sud, Norbert Morin, est fier partenaire de l'émission Carrefour Kamouraska. Bureau à Saint-Pascal, 418-492-7730.